Bonsoir, bienvenue sur France 24, c'est Paris Direct. On est ensemble pour 2 heures d'information. Voici nos titres ce soir. À la une, un statut de candidat immédiat à l'UE pour l'Ukraine. La France, l'Allemagne, l'Italie et la Roumanie sont pour. Leurs 4 dirigeants sont à Kiev, où Emmanuel Macron a notamment promis la livraison de 6 canons César supplémentaires. On en parle ici en plateau avec Sylvie Bermann, ancienne ambassadrice de France en Russie. A tout à l'heure, madame. Plus de 100 millions de personnes déplacées de force dans le monde. Bilan alarmant dressé par le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. La guerre en Ukraine n'a évidemment pas arrangé les choses. Et puis, transport public à l'arrêt, bureau de poste fermé, une grève générale paralyse la Tunisie. L'UGTT est derrière, elle est contre la réforme du secteur public voulue par le pouvoir. Peut-elle être entendue par le président Kais Saied? On posera tout à l'heure la question à Rabeb Aloui, il est journaliste à Tunis. Voilà pour le programme. Bienvenue sur France 24, si vous nous rejoignez, l'Europe sera donc aux côtés de l'Ukraine jusqu'à la victoire. Les propos d'Emmanuel Macron depuis Kiev. Le président français s'y est rendu avec Mario Draghi, Olaf Scholz et Klaus Iohannis, les dirigeants italiens, allemands et roumains également. Principale annonce à retenir, tous sont pour que l'Ukraine obtienne donc un statut de candidat immédiat à l'UE. Un Conseil européen doit décider la semaine prochaine si oui ou non le pays peut prétendre un jour à rejoindre l'Union européenne. On en parlera avec mon invité dans un instant, mais tout de suite les images avec Romain Michelot. À la table des négociations, ils sont enfin réunis. Après bientôt 4 mois de guerre, première visite de ces dirigeants européens à Kiev. Le chef du gouvernement italien Mario Draghi, le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz, le président roumain Klaus Iohannis, avec leur homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Au cœur des discussions, l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Aujourd'hui, je veux dire que le message le plus important de notre visite est que l'Italie veut l'Ukraine dans l'Union européenne. D'une seule et même voix, les dirigeants européens réaffirment leur soutien entier à l'Ukraine avec de nouvelles livraisons d'armes à venir. Il faut du matériel, mais il le faut vite. C'est aussi pourquoi, au-delà des 12 Césars d'ores et déjà livrés, conformément à vos demandes, j'ai pris la décision pour que dès les prochaines semaines, 6 Césars additionnels puissent l'être. Plus tôt dans la journée, les 4 dirigeants européens s'étaient rendus à Irpin, une ville de la banlieue de Kiev, ravagée par les bombardements, aujourd'hui partiellement détruite. Des civils innocents ont été touchés, des maisons ont été détruites, une ville entière dans laquelle il n'y avait aucune infrastructure militaire a été détruite. Cela en dit long sur la brutalité de cette guerre d'agression russe. Une visite symbolique qui n'a pas manqué de faire réagir la Russie. Le Kremlin fustige des livraisons d'armes futiles selon lui. Voilà donc pour les images. Bonsoir Sylvie Bermann. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'ancienne ambassadrice de France en Russie, 113e jour de guerre en Russie donc, et cette visite très importante. Les images sont fortes, les enjeux aussi. C'était le sens de l'histoire que ces 4 pays soient pour un statut de candidat immédiat pour l'Ukraine à l'UE? En tout cas, ce n'était pas le cas il y a quelques semaines. Donc, cette visite est importante. Il y avait des réticences françaises ces dernières semaines. Il y avait des réticences françaises, il y avait des réticences allemandes. Le seul pays qui y était favorable, et encore, je ne suis même pas sûre que ce soit le pays, mais le dirigeant, en tout cas Mario Draghi, il l'a dit très clairement, il dit l'Italie est le seul grand pays de l'Union européenne qui est favorable à l'octroi de ce statut. Donc c'est important que les 4, aujourd'hui, la Roumanie, on s'attendait effectivement à ce qu'elle le soutienne, et se soit prononcée en faveur de l'octroi du statut donc la semaine prochaine au Conseil européen. Il va y avoir demain d'ailleurs la réunion du collège des commissaires qui va rendre un avis et ensuite les États membres devront se prononcer à l'unanimité. Donc il faudra sûrement en convaincre encore quelques-uns, je crois, les Pays-Bas, la Suède. Mais encore une fois, c'est important. Alors, qu'est-ce qui a changé ces dernières semaines pour que ces 4 pays fassent une déclaration de la sorte aujourd'hui ?
Alors, il y a le souci de soutenir effectivement l'Ukraine, et Emmanuel Macron avait dit qu'il n'irait pas en Ukraine pour une photo op, comme on dit en anglais, Une opération de mais pour une communication. opération de communication, mais pour apporter quelque chose. Et donc là, symboliquement, c'est important. C'est un succès diplomatique pour Volodymyr Zelensky. Il n'aurait pas eu le statut dans des conditions normales parce qu'il faut déjà respecter un certain nombre de critères Démocratique, de l'Ukraine, justice. absolument, que l'Ukraine ne Je vous posais la respecte question pas. d'ailleurs sur les... Oui, si sur l'Ukraine coche le- toutes les cases pour entrer un oui. jour dans l'UE. Ben, pour le moment, l'Ukraine ne coche pas du tout les cases. En termes de corruption, elle est quand même au 122e rang. La lutte anticorruption qui était le leitmotiv de Zelensky Oui, lorsqu'il mais a qui été a- élu. qui n'a pas été mis en œuvre. J'ai eu un séminaire à Kiev 3 semaines avant la guerre et il était très critiqué. On l'oublie parce que du jour au lendemain, il s'est transformé en chef vrai. de guerre, chef d'État, qu'il est extrêmement courageux et ça appelle évidemment le respect. Mais il avait 25 à 30% de taux de popularité et les Ukrainiens que j'avais rencontrés étaient plutôt critiques, y compris en ce qui concerne la lutte contre la corruption, les oligarques aussi. Parce que le seul oligarque qu'il a combattu, c'était Medvedchuk qui était proche des Russes, mais les autres, Kolomoïski par exemple, il y a d'autres. Il y a ce que les Ukrainiens appelaient oligarchisation de l'économie russe, ukrainienne, pardon. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Mais pour la plupart des candidats, ça a pris des années, puisque vous avez 35 chapitres, et il faut clore l'ensemble de ces chapitres pour que le pays puisse accéder réellement. Et la Roumanie, qui était là, a adhéré en 2007, et ça a pris entre 15 et 20 ans. Et donc, je pense que c'était aussi important que le président roumain soit là et qu'il puisse effectivement expliquer le processus. Il ne peut pas y avoir d'accession accélérée. Ce qui a été accéléré, c'est l'octroi de ce statut, et c'est important symboliquement et politiquement pour soutenir l'Ukraine et lui donner un espoir. Et vous avez sûrement retenu cette phrase d'Emmanuel Macron, nous soutiendrons l'Ukraine, en tout cas l'Europe soutiendra l'Ukraine jusqu'à la victoire. De quelle victoire parle-t-on exactement ? Alors, Si c'est reconquérir les territoires perdus depuis le 24 février, ça va être compliqué. Oui, je crois que ce sera effectivement compliqué. La priorité pour le moment, c'est d'aider l'Ukraine à se défendre contre cette guerre d'agression. Elle est pleinement dans son droit et nous devons l'aider. Et c'est pour cette raison-là qu'il y a fourniture d'armes et qu'il y a eu également des sanctions contre la Russie, même si elles ne marchent pas toujours très très bien. En revanche, les fournitures d'armes sont importantes. L'Union européenne, pour la première fois, a débloqué 2 milliards d'aides sur la facilité de paix, justement pour des fournitures d'armes. Il y a d'autres types d'aides financières, humanitaires, il y en aura pour la reconstruction. Aide financière Et aux si vous institutions prenez- également, sinon l'État ukrainien Oui, s'écroule. Absolument. Mais pour revenir aux armes, par exemple, les Ukrainiens trouvent que ce n'est pas assez, parce qu'il manque de munitions, il manque de matériel, alors que pour le moment, la Russie en aura plus, je ne sais pas jusqu'à quand. Mais si vous considérez les canons César, qui sont très utiles, parce que la portée est quand même 40 km, et ils sont très maniables, le président en a annoncé 6 de plus. Ça fera 18. Ça veut dire 18. Ça peut Sur faire- 76 que possède possède la la France, ça veut dire que c'est 25%. Tout à fait. Ça fait la C'est- différence aujourd'hui sur et le terrain c'est très dans l'est important. de l'Ukraine. Alors, je sais que les Césars sont très appréciés. Le problème, c'est ce qu'ont dit les Ukrainiens, c'est qu'évidemment, ils recevaient des types d'armes un petit peu disparates ou de matériel un petit peu disparate. C'est compliqué. Sur les Césars, il a fallu les entraîner. Ils sont venus En à France, Paris. oui, il y a Enfin, quelques pas à semaines, Paris, ouais. d'ailleurs, en France. Et je crois que c'est pareil pour tous les pays. Dans un premier temps, ce qui a été fourni, c'est du matériel de type soviétique. Mais bon, maintenant, c'est épuisé et ce n'est pas suffisant. Donc, c'est du matériel qui est beaucoup plus moderne. Mais effectivement, compte tenu des capacités très fortes de l'armée russe dans le domaine de l'artillerie, ils ont besoin de davantage. Et après cette visite très symbolique, très médiatique, la guerre va continuer maintenant.
Oui, la guerre va continuer parce que De longs mois, vous partagez le sentiment des Européens de Washington? longtemps, je ne Longtemps. sais pas si c'est de longs mois ou pas. Poutine a perdu la guerre, oui, qu'il souhaitait faire au début. La guerre éclair. C'est-à-dire la guerre éclair. Il a perdu la guerre à Kiev, il n'a pas renversé le gouvernement ce qu'il voulait. Et donc maintenant, cette phase qui était importante pour lui aussi, parce qu'il l'avait annoncé dans les buts de guerre, c'est le Donbass. Et donc je pense qu'il ne va pas y renoncer comme ça, parce que il n'avouera jamais une défaite, bien évidemment, mais il est conscient que l'échec de la guerre éclair porte atteinte, y compris en interne, à l'image qu'avait l'armée russe. Une guerre en Ukraine en tout cas dans le Donbass, qui a débuté en 2014, on l'oublie parfois. Merci beaucoup Sylvie Varenne d'avoir accepté ce soir notre invitation. Merci infiniment. Cette visite du président Macron, elle intervient, vous le savez, à 3 jours du second tour des législatives ici en France. Il n'en fallait pas plus pour faire réagir les opposants au président de la République. Ce n'est pas la visite en soi qui leur pose problème, c'est plus le timing. Petit tour d'horizon. Mais qu'est-ce que c'est que cette stratégie d'évitement, alors qu'aujourd'hui, son sujet numéro 1 est de savoir s'il a une majorité pour gouverner le pays? Mais c'est une folie. C'est une folie, une telle légèreté. Le président de la République et En Marche font une campagne de deuxième tour qui n'est pas une campagne honorable à l'égard de la République. Refuser le débat, refuser d'annoncer leur programme, tout miser comme ils le font sur le rejet. Ils ont dépassé des frontières du débat politique qui ne sont pas acceptables. Je trouve qu'il est dans son rôle. Et il a raison de s'intéresser aux questions internationales parce que c'est ce dont il devra s'occuper pendant les 5 prochaines années, puisqu'il y aura un Premier ministre de gauche. Et donc, dans le respect de nos institutions, il s'occupera des questions internationales et des questions de défense. Ce sera son rôle et ça l'occupera pendant ces 5 années qui viennent. Le président de la République, il n'est pas candidat aux législatives, il a été élu le 24 avril. On nous reproche tout et son contraire. Pas y aller assez tôt, y aller trop tard. Bon, soutenons l'Ukraine parce que c'était un geste nécessaire, en effet, qui arrive au moment de la fin de la présidence française et du sommet européen. Et dans ce conflit, vous le savez, la massive aide américaine est précieuse pour l'Ukraine. Kiev qui va recevoir de Washington $1 milliard en équipement militaire ces prochains jours. Dans l'Est, sur le terrain, les combats font toujours rage, notamment près de la ville de Severodonetsk, ce qui pousse chaque jour un peu plus d'Ukrainiens sur les routes de l'exode. C'est le chiffre de la journée à n'en pas douter. Selon un rapport du haut-commissaire de l'ONU pour les réfugiés, plus de 100 millions de personnes sont actuellement déplacées de force dans le monde. Sans surprise, la guerre en Ukraine a considérablement aggravé cette situation. Alice Broga. Ils sont toujours plus nombreux sur les routes de l'exil. En 10 ans, le nombre de déplacés forcés n'a cessé d'augmenter dans le monde. En Afghanistan, 6 millions de personnes ont été contraintes de quitter leur foyer face aux violences des talibans et à la crise humanitaire. Des habitants déracinés aussi en Éthiopie qui fuient la violence du conflit au Tigré ou au Yémen ravagé par la guerre depuis 7 ans. Au total, près de 90 millions de personnes ont été déplacées de force dans le monde en 2021, selon le Haut-Commissariat aux réfugiés. Et depuis, le chiffre a encore augmenté avec l'invasion russe en Ukraine. Des millions d'habitants ont quitté leur maison pour trouver refuge dans l'ouest du pays. D'autres ont marché des kilomètres pour rejoindre une frontière européenne et fuir le pays. La guerre en Ukraine a déplacé entre 12 et 14 millions de personnes, selon la façon dont vous les comptez. Donc le chiffre a dépassé les 100 millions. Ce nombre pourrait encore grimper avec la crise alimentaire mondiale provoquée par la guerre menée par la Russie. Partout, les prix flambent et les pénuries, notamment de céréales, s'aggravent, menaçant de faim des millions de personnes. La guerre, les droits de l'homme, le climat, si en plus de cela vous avez une crise alimentaire, cela ne fera qu'accélérer les tendances décrites dans ce rapport et que nous avons déjà vu s'accélérer au cours des premiers mois de l'année. L'ONU dénonce également l'iniquité dans l'accueil des réfugiés et l'aide financière accordée selon leur pays d'origine.
Ce jeudi était synonyme de jour de grève en Tunisie, mobilisation à l'appel de l'UGTT, la puissante centrale syndicale. Elle est vent debout contre un projet de réforme du secteur public. Elle assure ne pas avoir été consultée. Un pavé de plus dans la mare du président Kais Saied, accusé par ses détracteurs de dérive autoritaire depuis le mois de juillet dernier. Récit Tanguy Tricouart avec les images de notre correspondant à Tunis. J'ai nommé Lilia Blaise. Des aéroports déserts, des transports publics à l'arrêt et des bureaux de poste fermés. En Tunisie, c'est tout le secteur public qui était paralysé ce jeudi suite à l'appel à la grève de l'UGTT, le principal syndicat du pays. Nous sommes là pour protester contre la dégradation du pouvoir d'achat, après les augmentations inédites et catastrophiques des prix et l'effet de l'inflation. Ils étaient 3 millions à être appelés à faire grève, bloquant ainsi 159 entreprises dans le pays. L'Union générale tunisienne du travail protestait également contre un projet de réforme du secteur public qui a été mené, selon eux, sans leur consultation. Nous avons des accords avec le gouvernement. Ces accords-là ne sont pas appliqués, donc nous avons décidé de faire une grève dans la fonction publique et dans le secteur public. J'espère que nos partenaires saisissent ce message-là, aller vers la négociation sociale et se mettre à table pour trouver les solutions qui seront acceptables par nous et par tout le monde. Plus de jamais, la pression monte sur le président Kais Saied, lui qui a pourtant besoin du soutien de l'UGTT pour son projet de réforme présenté au Fonds monétaire international, dans l'espoir d'obtenir un nouveau prêt pour le pays. Plus de 40 degrés dans plusieurs villes françaises ce week-end. La canicule est là, et bien là. 12 départements ont été placés en vigilance rouge. C'est le niveau d'alerte maximum. 25 autres sont eux en vigilance orange. Les prochains jours, vous l'avez compris, s'annoncent donc étouffants. Le journal de l'économie sur France 24. Et ce soir, c'est avec Laure Manin. Bonsoir Laure. Bonsoir Florent. Vous allez tout d'abord nous parler de la Banque d'Angleterre. Elle annonce un nouveau relèvement de ses taux directeurs. Oui, c'est la 5e hausse consécutive de son taux directeur depuis la fin 2021 pour contenir une inflation galopante au Royaume-Uni. Plus 9% sur un an au mois d'avril, un record depuis 40 ans. La Bank of England table même sur un pic à plus de 11% sur un an pour le mois d'octobre. C'est considérable. Côté croissance, la Bank of England prévoit au contraire une baisse de 0,3% du PIB au deuxième trimestre 2022, alors qu'elle prévoyait au mois de mai une augmentation de plus 0,1%. Cette politique de relèvement des taux directeurs est suivie par de nombreuses banques centrales à travers la planète. En ce moment, la Banque nationale suisse a elle aussi revu ses taux à la hausse de 50 points de base. C'est la première fois qu'elle le fait depuis 2007, ce qui a pris les marchés par surprise. Les marchés, justement, qu'est-ce que ça donne à la clôture ? Ils ne sont pas follement emballés. C'est du rouge absolument partout pour les principales places européennes après cette multiplication des politiques monétaires agressives des banques centrales, ce qui alimente les craintes d'une récession. Le CAC est en retrait de 2,39%, moins 3,31% pour le DAX, moins 3,14% pour le FTSE à Londres. Et puis, même tendance à Wall Street au moment de la clôture européenne. Les marchés s'inquiètent des prochains relèvements possibles des taux de la Fed si l'inflation ne se calme pas. La publication d'une série de mauvais indicateurs économiques n'aide pas, comme l'activité manufacturière de la région de Philadelphie qui montre une contraction au mois de juin, les inscriptions hebdomadaires au chômage plus importantes que prévues et puis le nombre de mises en chantier aux États-Unis qui ralentit. Le Dow est donc en retrait de 2,61, moins 3,54 pour le S&P, moins 4,45 même pour le Nasdaq. Dans l'actualité éco également, ce soutien des ministres des Finances de la zone euro à la candidature de la Croatie. On parle de l'adoption de l'euro. Oui, l'Eurogroupe estime effectivement que Zagreb réunit toutes les conditions pour devenir le 20e État de l'Union européenne à adopter la monnaie commune. Pour cela, il faudra encore que son adhésion soit validée la semaine prochaine par les dirigeants de l'Union européenne. Mais les ministres des Finances de l'UE fixeront ensuite au mois de juillet le taux de change de la kuna. La kuna, KUN1, très bon placé au Scrabble, c'est la monnaie croate. Il faudra voir son taux de change en devise européenne pour le 1er janvier 2023 pour rejoindre l'eurozone. La Croatie, évidemment, dû remplir un certain nombre de critères de stabilité des prix et du taux de change, contrôler également le déficit budgétaire, la dette publique et les taux d'intérêt à long terme. Tout un programme. McDonald's passe à la caisse et l'addition est salée. Le jeu de mots est signé Laure Manin. Et oui, 6 ans d'enquête et finalement, la douloureuse. La chaîne de fast-food va devoir verser 1,245 milliard d'euros d'amende et d'arriérés d'impôts à la France pour éviter des poursuites pour fraude fiscale. Le géant de la restauration rapide est soupçonné d'avoir minoré ses bénéfices en France en versant des redevances au Luxembourg notamment.
Mais McDo n'est pas sorti de l'auberge pour autant avec cet accord, car des salariés envisagent désormais eux aussi des poursuites. Ils estiment avoir été floués par cette méthode de leur chance d'obtenir une participation. Un mot d'écologie. Laure, le nouveau Premier ministre australien annonce des objectifs qu'on peut qualifier d'ambitieux pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le pays. Très ambitieux même, mais c'était dans son programme électoral. Anthony Albanese tient donc parole et veut viser la neutralité carbone d'ici 2050 avec cette première étape, une réduction plus importante que prévue des émissions australiennes. 26 à 28% qui étaient prévus d'ici 2030, ce sera désormais moins 43%. C'est d'autant plus ambitieux que l'Australie est l'un des plus grands exportateurs d'énergie fossile au monde et que le charbon reste l'un des moteurs de l'économie australienne. Et même si Anthony Albanese a pour l'instant refusé de fixer une date limite pour l'élimination progressive du charbon, cette politique représente un virage à 180 degrés par rapport au gouvernement précédent. Écoutez. Ce que nous n'avions pas fait, c'est déterminer un objectif et travailler à l'atteindre. Et nous avons abouti à un objectif de 43% d'ici 2030. Ce que les entreprises réclament à grands cris, c'est de la confiance en matière d'investissement. La confiance dont elles ont besoin pour investir sur une période plus longue que le cycle politique de 3 ans. Sans parler du cycle qui a dominé la pensée de l'ancien gouvernement, le cycle médiatique de 24 heures. L'Australie qui est menacée par une pénurie d'électricité. Oui, il faut un peu se pincer, mais Chris Bowen, le ministre australien de l'énergie, appelle 8 millions d'habitants de Nouvelle-Galles du Sud, où se trouve la ville de Sydney, à éteindre leurs appareils électriques entre 18h et 20h pour éviter des coupures de courant. La flambée des prix de l'énergie a entraîné la suspension du principal marché de gros d'électricité dans le pays. Je vous rappelle que l'Australie produit encore les 3/4 de son électricité à partir de charbon. Voilà pour le JT Éco. Merci beaucoup. Laure, on va passer au sport tout de suite sur France 24. Bonsoir Cérine Bay. Bonsoir Florent. Vous allez nous parler de cette audition ce matin au Sénat de Michel Cadot. Oui, il s'agit du délégué interministériel aux grands événements sportifs et aux JO en France. Il était auditionné pour parler des incidents au Stade de France le 28 mai dernier lors de la finale de la Ligue des Champions. Michel Cadot a plaidé ce matin pour l'adoption d'un système de détection des mouvements de foule qui pourrait être mis en place dès 2024 pour sécuriser la cérémonie d'ouverture des JO. Il souhaite que ce système soit intégré dans la future loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. Michel Cadot l'assure, la France est capable d'accueillir de grands événements. On l'écoute. Je pense réellement que nous sommes parfaitement à même dans un site comme le Stade de France, qui est un site auquel les équipes devraient être préparées. Nous sommes parfaitement à même d'organiser un grand événement de cette nature en 3 ou 4 mois. Parce que c'est un site ce n'est pas un événement inédit. Il y a eu des épreuves antérieures et on est capable de le faire. Donc c'était court, ça exigeait de ne pas perdre de temps, ça exigeait d'anticiper sur les vrais sujets. Dans l'actualité sport également, cette interview à la télé espagnole du président du Real Madrid, j'ai nommé Florentino Pérez, il revient sur le fiasco Mbappé. Et oui, souvenez-vous, Kylian Mbappé avait failli rejoindre le Real, un club dont il est fan depuis tout petit, avant finalement de se rétracter au dernier moment et de choisir de rester au PSG. Ça avait créé un scandale en Espagne, et notamment dans la capitale où il était attendu par les supporters du club madrilène. Ils sont nombreux encore aujourd'hui à lui en vouloir, aux Français. Hier soir, Florentino Pérez est revenu sur cet échec. Il ne s'était pas encore exprimé publiquement sur ce transfert avorté. Il accuse Kylian Mbappé d'avoir cédé à des pressions politiques et économiques. Il fait notamment référence à cet appel téléphonique entre l'attaquant du PSG et le président Emmanuel Macron avant la prise de décision du joueur. On écoute Florentino Pérez. Je lui souhaite le meilleur maintenant qu'il reste là-bas. Je n'ai rien contre lui, mais je pensais qu'il avait un rêve. Mais parfois, les rêves ne peuvent pas être réalisés à cause de facteurs externes. Mais son rêve, depuis qu'il était tout petit, était de jouer ici. Ça, je peux vous le dire avec certitude. Voilà donc pour l'affaire Mbappé. On va parler tennis, Cérine, à présent, le tournoi du Queens. Oui, un tournoi sur gazon qui a lieu à Londres. Stanislas Wawrinka a affronté tout à l'heure l'Américain Tommy Paul, 35e joueur mondial. Et le Suisse n'a pas su rentrer dans son match, qu'il a perdu en 2-7, 6-1, 6-4. Le tournoi du Queens est perçu comme une préparation à Wimbledon qui débute le 27 juin. Un grand chelem auquel participera Wawrinka puisqu'il a obtenu une wild card, lui qui est retombé au 240e rang mondial après une année blanche. Tommy Paul s'est donc qualifié pour les quarts de finale du Queens.
Il affrontera demain l'Italien Matteo Berrettini. Les femmes, elles, jouent en Allemagne. Oui, puisqu'est organisé en ce moment le tournoi WTA 500 de Berlin. La Tunisienne Ons Jabeur s'est qualifiée tout à l'heure en quart de finale. Elle a écarté l'Américaine Alicia Parks en 2-7, 6-2, 7-6. On a pu assister à quelques beaux échanges entre les deux joueuses à l'image de celui-ci. Demain, Ons Jabeur affrontera la Biélorusse Alexandra Sasnovic pour tenter de se hisser en demi. Aujourd'hui, 4e joueuse mondiale, elle avait remporté l'an dernier le premier tournoi de sa carrière à Birmingham. Elle avait ensuite atteint les quarts de finale à Wimbledon. Et on ne va pas se quitter là-dessus. Cyrine, vous allez nous parler d'un saut aussi inédit que spectaculaire. Oui, il a été réalisé il y a quelques jours par Mathias Giraud, un Français. Vous allez le voir, ce sont des images impressionnantes. Un saut en ski base jump, c'est sa spécialité à Mathias Giraud, depuis l'aiguille du Goutet dans le massif du Mont Blanc. Ça n'avait jamais été réalisé auparavant. On va avoir le vertige. Hein. Oui, on peut. Mathias Giraud a d'abord sauté depuis le dôme du Goutet à 4304 mètres avec ses skis. Il a d'abord dévalé un sérac de 80 mètres au-dessus de la face rocheuse de l'aiguille, puis s'est jeté dans le vide à 4000 mètres avant, bien sûr, d'ouvrir son parachute. 3 minutes de vol dans un couloir à risque. Il s'est ensuite posé sur un glacier. Ce sont des performances dont Mathias Giraud a l'habitude, ce qui lui a valu le surnom de Super Frenchie. Super Frenchie, ça nous fait du bien de voir un peu de neige quand il fait aussi chaud en ce moment. Merci beaucoup Cyrine pour ce JT Sport. Une petite pause et Paris Direct revient. À tout de suite.